sociale, une fois n'est pas coutume, qui m'a dit vous êtes l'experte de ce que vous vivez, il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez exactement. Et donc j'ai retenu cette phrase. Et donc j'ai écrit un texte là sur donc, la précarité, la crise sanitaire pour de nouveaux choix familiaux. Donc je vous lis mon texte et ensuite vous pourrez poser des questions. Donc, je suis Claire, 43 ans. J'ai un fils qui s'appelle Sylviane, qui a 11 ans bientôt, Charlie, 8 ans. Une famille, un cocon d'amour. Oui, d'amour pur. Après des années à avoir traversé le désert, et ses oasis aussi, parce que j'ai connu des belles choses aussi, après avoir été hébergé en foyer, lutter pour ses droits, à ne pas être violenté, après avoir cherché des solutions pour manger, s'habiller et se meubler. Nous avons trouvé notre équilibre, celui du choix, toujours et encore le choix malgré les obstacles de la dite précarité. J'ai toujours dit à mes fils, cherchez toujours la solution pour choisir et non pour subir. Nous sommes début mars, avenue de Paris, à Colmar, dans un HLM, dernier étage, il y a les hélicoptères qui survolent notre immeuble situé à 50 mètres de l'hôpital. Nous apprenons aussi que l'école a fermé, les magasins ont fermé, voilà. Les mails arrivent à flot pour nous expliquer comment faire les cours à la maison, comment se laver les mains, etc. Je suis sous le choc, comme tout le monde, et je n'ose pas parler à mes fils de la situation de peur de les angoisser à leur tour. On en parle un soir, ils décident de déployer une tente Quechua dans le salon, c'est vrai, où nous allons passer les 2 mois de confinement proches les uns des autres, comme pour poser encore une bulle de protection supplémentaire. Nous avons organisé notre vie suivant les recommandations. Nous sommes au 4e étage sans ascenseur et notre terrasse est notre coin de nature que j'ai aménagé tout en plantes et en décoration colorée. Nous y lisons. Apprenons les leçons, prenons le soleil, regardons pousser nos fleurs et nos légumes, c'est battre le chat. Nous sommes impuissants, mais avec une sensation de calme aussi. Fini les obligations à se présenter chez Pôle emploi. Fini la course effrénée entre l'école, le périscolaire, les activités, mon travail, mes activités bénévoles. On respire dans notre bulle en fait. On se pose après la panique et le chaos de début mars. Je réfléchis énormément à ce moment-là. Je me dis que je dois faire des choix différents pour moi et mes enfants. Là de suite, je fais quoi pour être libre dans cette situation qui voudrait nous enfermer dans la peur, les obligations, etc. Car en termes d'obligations, pendant ce confinement, je suis servie. Maman seule, diplômée aide-soignante, on m'appelle pour être mobilisée sur ce fameux front. Il y a eu donc un plan blanc, donc toutes les personnes qui sont diplômées dans le médical sont appelées et obligées à aller travailler. Que fais-je de mes enfants ? Nous sommes en guerre, qu'ils disent. Sauf que moi, ça fait des années que je suis en lutte pour vivre et mener la petite équipe vers le plus important, c'est-à-dire la possibilité de vivre décemment. Pour moi, la précaire, la vie ne change pas. J'ai pas l'argent, moi, pour sortir, pour aller au cinéma trop de fois. Le confinement ne change rien à mes habitudes, si ce n'est que j'ai la sensation que je maîtrise plus rien. Je fais des petites listes de ce que nous devons manger, semaine après semaine. Surtout, j'entends dans les couloirs de mon immeuble que mes voisins sombrent, pour certains. Le balai des hélicoptères qui angoisse jour et nuit, la police qui vient frapper aux portes de certains qui abusent de l'alcool pour s'apaiser. C'est encore un peu douloureux tout ça. Le SAMU qui vient chercher régulièrement ma petite voisine de 14 ans qui fait des crises d'angoisse terribles. Et les SDF de ma ville qui se cachent dans les recoins des immeubles, ceux qui mendient quand même devant les magasins ouverts. Ils n'ont pas d'hygiène possible. Je décide alors de faire un premier pas vers autre chose. J'organise sur les réseaux sociaux et autour de moi une petite récolte de savon, de denrées alimentaires pour ces gens et pour mes voisins en détresse. Je reçois beaucoup de dons, du savon, des gâteaux, la solidarité de mes amis est belle. Je me sens pousser des ailes à recréer du lien et de l'échange. Je découvre aussi de nouvelles associations, notamment Patacelle,
qui promeut la culture accessible à tous. Je sais alors, à ce moment-là, que tout est possible, que l'humain est résilient et que même confiné, je suis reliée et connectée aux autres. Je ne suis pas meilleure que les autres, j'ai juste envie d'aimer chaque humain. Je ne sais pas, je suis convaincue que l'amour sauve. Chacun. Mes choix s'affinent, je veux vivre libre. Voilà. Je rencontre une jeune maman comme moi sur les réseaux, Nadia, qui est devenue une amie très proche. Elle vivait à Paris et songeait à regagner la province et la terre pour être ancrée. Elle a choisi l'Alsace. Nous échangeons beaucoup par Zoom. Nous avons des projets d'écolieux, de terrain, de tiny house, de yurts et d'éducation plus libre pour nos enfants. La précarité ne sera pas une fatalité pour pouvoir regagner notre essence, même l'autonomie. Voilà ce que j'ai compris. C'est que je ne suis pas une victime, mais libre déjà de devenir autonome par les pensées, puis de visualiser cette autonomie dans ma vie. Partager, ne serait-ce qu'un jardin pour cultiver, trouver des gens avec qui troquer, se rendre des services. Mes pensées fusent. Je passe mon temps en avril à imaginer, à chercher à me relier. Je veux, et j'aurai un terrain seul. Mon jardin, mes légumes peut-être, sans argent ou non. J'ai fait sauter quelques croyances bien limitantes. Je veux quelque chose, je le pense possible, je me l'approprie. Notre système est à bout de souffle, verrouillé. Je ne trouverai aucune solution, à moi d'être autonome et responsable. Je décide de faire des choix éducatifs différents. J'inscris mon second fils dans une école alternative et éclairée, hors contrat, hors de ce système, certes pas gratuite, mais tellement en résonance avec ce que nous sommes. Devenir des citoyens éclairés et avertis. Mon aîné est instruit en famille, suite à un souci de santé. Je projette donc de trouver un écolieu et de quitter mon appartement afin de pouvoir vivre plus près de la nature qui m'appelle maintenant. Je ne me sens plus faire partie du monde des villes, celui du bruit et des décisions arbitraires. Je veux choisir, je veux cultiver, je veux que mes difficultés soient liées à mon travail personnel pour me nourrir. Je veux partager avec d'autres ce désir d'authenticité et de recherche du vrai. Je sais que cela peut être une utopie, mais je crois fermement que mon avenir sera dans le partage simple et la sobriété. Affaire à suivre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Oui, on me disait à l'époque, mais non, mais Claire, tu rêves, t'es précaire, jamais t'auras les moyens. Et ben j'y suis allée quand même. J'y suis allée, je dis voilà, c'est mon projet, j'ai envie de mettre mes enfants là. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Et ben la personne qui m'a accueillie m'a dit bah super, franchement votre démarche nous touche, on vous prend à l'école, on vous fait un contrat spécifique. En échange, vous nous rendez quelques services. Bon, c'est une école autogérée, donc les parents s'impliquent beaucoup. Ils m'ont réduit vraiment le taux au minimum. Et du coup, ça me permet quand même de mettre mon enfant, voilà. Mais si j'avais pas essayé, si j'avais pas visualisé, ça c'est pour moi, je l'aurais pas fait. Il faut oser. Voilà, oser. T'as expérimenté le fait. Voilà. J'ai osé, je peux décider. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Là, pareil pour l'écolieu, tout le monde me rit au nez, n'importe quoi. Pour une tiny house, il faut 50 000 balles. Pour je sais pas quoi, tu n'y arriveras pas. J'y arriverai. Je suis. Tu le sais. Voilà. Non, je l'aurai, ma tiny house ou ma yourte, ou ça marchera, je le sais. Parce que je l'ai visualisée, elle est là depuis des années, donc voilà. J'ai du blanc. Voilà, il y a même déjà la déco. Voilà. Alors on a juste une petite mauvaise nouvelle hier. Vous avez appris que M. Macron a décidé à propos de l'instruction à domicile et des écoles hors contrat, ce qui est mon cas, d'interdire ou de contrôler un peu mieux. Alors j'ai vu la panique sur les réseaux sociaux, j'ai fermé mon portable parce que j'ai commencé à angoisser moi aussi. Et après je me suis dit mais j'arriverai encore une fois, je visualise que je vais y arriver, j'y arriverai. Voilà, on fera comme voilà, je suis sûre que ça fonctionnera et voilà. Mon fils ne retournera pas à l'école tant qu'il ne peut pas y retourner. De toute façon, il y a des raisons médicales, mais si on a la conviction, je pense qu'on peut convaincre même les plus récalcitrants. Par exemple, on m'avait dit attention, t'es maman précaire,
enlever tes enfants de l'école, parce que je l'ai déjà fait en 2018, on va te placer tes enfants, l'inspection d'académie va jamais te suivre. Bah si, en fait, l'académie m'a toujours suivi. Parce que j'avais des interlocuteurs peut-être bien, ou peut-être que mon projet, je l'ai aussi présenté de manière positive, voilà. J'ai pas été en opposition en disant je veux absolument, non, j'ai dit voilà, j'ai été authentique, j'ai expliqué mon cas. Je veux de l'aide, je veux bien qu'on participe à mon projet. J'ai dit à l'inspectrice, si vous voulez m'accompagner, bah, est-ce que vous avez, je sais pas, des cours pour être une meilleure enseignante à domicile? Est-ce qu'il y a des livres qui existent? Bah, ça a fonctionné, elle était toute contente, elle m'a donné des bouquins. Voilà. Donc maintenant, je ne me dis plus par fatalité, oh, ça va pas fonctionner, j'essaye même pas. Toujours essayer, mais pas demander en revendiquant, en hurlant, je suis pas certaine que ça marche, ça. Pas tout le temps. Parfois, oui. Puis des fois, je sais pas, j'ai plus eu l'impression que ça coinçait quand je revendiquais trop, que j'étais trop dans la colère, en fait. Quand on y va déterminé, c'est différent que d'être en colère. Bah là, ça change tout. Ah oui, et puis même, ça interroge. Là, récemment, j'ai une conseillère Pôle emploi qui est super, et qui me disait... alors oui, je sais, Mme Herring, vous avez 2 enfants, et vous, il y a plein de trucs qui font que vous ne pouvez pas retravailler à temps plein. Elle a dit, mais même nous, ça nous interroge. Du coup, nous, on ne sait pas, on ne peut pas imaginer la somme de difficultés, entre guillemets. Parce que les gens ne nous l'expliquent pas. Ils viennent en râlant, hurlant, mais ils ne nous disent pas exactement, voilà, j'ai cette problématique, peut-être que, voilà, il faudrait m'aider là. Par exemple, pour la garde des enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que mes enfants, ce soit plus simple de les faire garder, voilà. Et ouais, il y a des fois une prise en charge globale que nous, enfin, en tant que précaires, on n'explique pas toujours tout ce dont on a besoin. Et la dernière fois, avec cette conseillère Pôle emploi, elle m'a dit c'est intéressant parce que bah, vous nous dites tout, vous. Je dis bah oui, là je refuse des offres quand elle me les propose, alors que c'est alléchant au possible. Et je dis non, là je pourrais pas, c'est pas que je peux pas, c'est que c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. J'ai un enfant qui est instruit à domicile, j'ai ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce qu'il y a peut-être une formation qui existe? Est-ce que... Voilà. Et donc elle m'a dit, ouais, bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Bah, on a envie de vous aider, on a envie de vous proposer des choses. Donc du coup, elle m'a inscrit à des formations que je pouvais faire depuis chez moi, ou des formations qui sont adaptées à mes horaires. Voilà. Je me dis, il y a des solutions. Voilà. C'est pas une fatalité.